Une demande de parole de Madame Pascale Fondeur. Allez-y, Madame Fondeur, vous avez la parole. Merci Madame le maire, merci Madame Coville, merci Madame Dechien et Madame Lermeneux pour vos interventions. Donc, comme vous le savez, je suis présente tous les ans pour cette présentation et vous connaissez mon engagement en faveur du développement durable. Beaucoup de choses ont déjà été abordées, donc des choses qui sont complémentaires par rapport à ce qui a été imprimé dans le rapport développement durable. Il y a eu des compléments d'informations qui ont été fournis et des choses qui ont été soulevées par Madame Hermeneux également, donc des préoccupations auxquelles nous adhérons complètement. Je vois qu'en matière de sensibilisation, de nombreuses actions ont été menées tout au long de l'année. Et nous nous réjouissons aussi que le Valois intègre enfin la zone à faible émission, que la ville s'engage dans la démarche Site Énergie aux côtés de Pold et que les pistes cyclables soient bien installées et on espère pérenniser. On n'a pas eu tellement de visibilité sur celles qui vont être pérennisées, mais on espère le voir très rapidement. Donc voilà, donc ça c'est des très bonnes choses. Sera annoncé, pardon Madame Fondeur, ce sera annoncé dans l'info Le Valois du mois de décembre. D'accord. Et vous ne pouvez pas nous dévoiler le sujet en suspense. Ah, c'est dommage. On finalise. On est en train de finaliser. Très bien. Et ce sera. Il y a des nouvelles pistes enfin, il y a des choses. Pour l'instant, on est vraiment sur les existantes, celles qui étaient temporaires. Soit on supprime, soit on pérennise. Et il y en a une qu'on garde encore à l'étude parce qu'on a quand même des interrogations sur quelques difficultés qu'elle lève et qu'on n'arrive pas, enfin qu'elle pose, pardon, et qu'on n'arrive pas encore à lever. Donc il y en a qui seront pérennisées, il y en a qui seront et donc sécurisées avec des aménagements en dur, et d'autres qui seront supprimées parce qu'elles posaient trop de difficultés et elles étaient peu utilisées, donc l'intérêt de les garder était mince, et une autre sur laquelle on va regarder soit la garder en l'état et la pérenniser, soit la basculer sur une autre rue. Voilà. D'accord. Et la possibilité d'en ouvrir d'autres, c'est quelque chose qui est à l'étude ? Pour l'instant, non. Pas pour l'instant. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va avoir moins de pistes cyclables qu'avec le dispositif provisoire. C'est ça que vous nous dites ? Oui. D'accord. D'accord. Donc voilà. Donc nous saluons également le test qui va être mis en place avec les bacs en inox dans 2 groupes scolaires dès début 2020. Donc effectivement, c'était une très bonne nouvelle. C'était également une de vos promesses de campagne. Et contrairement à ce que disait Madame Bourdet-Mathis lors du dernier conseil municipal, qui disait que c'était dangereux. Donc on est content d'entendre que ce n'est que ça. Non, c'était à mon avis pas le sens de la remarque de Madame Bourdet-Mathis. C'est dangereux. C'était pas ça qui avait été évoqué. Enfin, moi, c'est bon. Voilà, c'était peut-être en termes de risque sanitaire. Enfin, c'était le terme qui m'avait semblé être employé. Bon, peut-être que je me trompe. Non. Bon, toujours est-il que je suis contente que nous les expérimentions. J'ai donc 2 questions à ce sujet. Quel est le calendrier qui est prévu et surtout, j'ai cru comprendre que visiblement, donc, il n'y a que le réchauffage qui aura lieu en bac en inox, ce qui veut dire qu'on continue d'avoir des aliments qui arrivent en bac en plastique, qui sont transvasés et qui créent un déchet en plastique, c'est ça ? C'est ça. Laurence, tu réponds ? On est quoi pour le... Alors, pour le moment, nous sommes en train d'étudier le passage en bac inox sur des écoles. On n'est pas encore sûr en fonction de la taille et du poids. C'est-à-dire que c'est très lourd à porter. Donc on serait en demi-bac. En gros, c'est toujours en projet. On était en réunion avec Monsieur Forget il y a 8 jours encore à ce sujet avec les équipes d'Elior. Nous travaillons ardemment à ce sujet. Je vous rassure, je ne suis absolument pas contre. Mes enfants mangent aussi dans ces cantines. Donc je suis aussi soucieuse de leur bien-être, vous l'aurez bien compris. Maintenant, je veux effectivement un inox de qualité, madame, qui puisse, c'est ça que je vous disais justement lors du dernier conseil municipal, un inox de qualité qui permette justement de garantir la sécurité de nos enfants. Nous y veillons et nous sommes en train de passer justement à cela. Enfin, on va le faire très rapidement. D'accord. Voilà. Et donc ça veut dire que les aliments arriveront dans les bacs en inox, c'est ça ? Pour le moment, Robin, tu sais, pour le moment, c'est envisagé en transport normal, en transport pour le moment en bac. D'accord. Et après réchauffage, oui. D'accord. Donc on continue de d'avoir un déchet. Pour le moment, je sais, franchement, c'est encore à l'étude de la part du prestataire. D'accord. Et donc nous, on pousse. Je vais vous dire la vérité, on pousse à ce que ce soit de A à Z en inox. Super. Maintenant, le prestataire est en train de nous opposer certaines difficultés.
Et quelles sont les difficultés qui vous sont opposées? De transport, de coûts. Ah pardon, on n'entend pas sans le masque. De transport, de coûts, voilà. D'accord. Et puis la pérennité aussi du contrat que nous avons avec eux. Et donc, quand le contrat est revu, non, je crois régulièrement, est-ce que ça peut être une clause qui fait l'objet d'une renégociation à ce moment-là ou... Pour le moment, on n'en est pas là avec Elior. Nous continuons toujours à travailler. C'est-à-dire que pour le moment, nous nous réservons toutes les possibilités. Éventuellement de continuer ou pas de travailler avec eux. Juin. Il n'y a pas une renégociation fin juin? Non, pour le moment, nous sommes en train de travailler avec eux. Jusqu'au mois de juin, comme Madame le maire vous l'a dit au dernier conseil municipal. Ça sous-entend que votre obligé se déplace 2 fois par semaine dans les cantines de nos enfants pour contrôler non seulement l'encadrement, la qualité des menus, la qualité des repas. Elior le sait très bien, nous nous déplaçons. Et les RPE aussi ont pris une grande part importante dans cela et viennent aussi et constatent, on se croise de temps en temps sur ou des différents établissements où le même jour, on fait les mêmes bilans et le même constat. Donc nous travaillons tous main dans la main de façon à ce que nos enfants, dans un premier temps, mangent déjà correctement. Ensuite, nous travaillons en parallèle sur l'évolution avec le groupe Elior, que ce soit sur la qualité des menus, sur la qualité des légumes, sur la qualité, la possibilité de passer en bac inox, sur aussi le bien-être des salariés du groupe, parce qu'effectivement, porter des bacs, c'est très lourd, m'a-t-on dit. Donc voilà, on envisage de passer à des demi-bacs, c'est-à-dire 2 fois 2 demi-bacs. Enfin voilà, nous travaillons. En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement, nous, aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on a pris à bras-le-corps cette question qui est que les enfants à la cantine nous disent qu'ils ne mangent pas bien. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas ce qu'on mange à la cantine. Absolument. Quand on a convoqué Elior, je vous avoue que la priorité numéro 1, ça n'a pas été de leur parler des bacs en inox pour savoir s'il fallait transporter l'alimentation dans des bacs en plastique pour après les transvaser dans du bac en inox, réchauffer en inox dans des bacs en inox sur place dans nos cuisines, etc. C'est-à-dire qu'on a repris tout depuis le début avec Elior. Donc ça, vous comprenez bien que c'était un point un petit peu annexe. Qu'on a je sais sur pas, lesquels pour on moi, a évidemment évoqué, qu'on a effectivement évoqué, sur lesquels on a une phase de test qui va se faire sur 2 gros groupes scolaires, et c'est bien, on verra à ce moment-là, c'est-à-dire que le test, ça sert aussi à ça, ça sert aussi de voir qu'est-ce qui marche pas, quelles difficultés ça soulève, etc. On verra après à ce moment-là, plutôt que de s'engager. Encore une fois, Monsieur Messatfa, vous m'avez juré que l'équipement en bac en inox était bien moins cher que ce que nous avait annoncé Elior. Nous, on reste toujours, après nos négociations après nos discussions avec Elior, sur un budget d'investissement qui serait d'un demi-million d'euros pour s'équiper en bac en inox. Donc, quand on vous dit qu'effectivement, on est en train aujourd'hui de négocier avec Elior pour voir si oui ou non on continue avec eux, parce que la teneur des discussions avec Elior aujourd'hui, c'est celle-là. Nous ne sommes pas satisfaits de la prestation que vous nous proposez, donc soit vous redressez la barre immédiatement, et on a déjà des modifications qui sont apportées, puisque toute la restauration collective pour la petite enfance vient d'être rebasculée sur un autre site, une autre cuisine à Dreux, qui ne fait que de la restauration pour les très petits, c'est-à-dire les 0-3 ans. Donc toute cette restauration scolaire-là, toute cette restauration-là, est sortie de la cuisine sur laquelle on était actuellement pour être rebasculée sur une autre cuisine. Si c'est satisfaisant, on continuera avec cette cuisine et on continuera avec Elior. Si ça ne l'est pas dans un futur très proche, on dénoncera effectivement ce contrat-là et on travaillera avec soit d'autres prestataires, soit des solutions autres qui sont aussi envisagées, je vous le dis, qui est notamment pour la petite enfance de pouvoir remettre des cuisinières dans les crèches de la ville. C'était ce qui était fait jusqu'à il y a quelques années, à la grande satisfaction des parents. Donc ça, c'est aussi une option. Donc là, on est vraiment en train d'étudier toutes les options possibles. Donc encore une fois, les bacs en inox, c'est un sujet qu'on traite, mais c'est pas la priorité du moment. C'est-à-dire qu'on va pas, encore une fois, on va pas dire à Elior de mettre le paquet sur les bacs en inox et de s'équiper à n'en plus finir avec un coût qui sera supporté par la ville, parce que Elior, ils font quand même, ça reste notre prestataire en la matière. Donc, ne nous précipitons pas, vraiment. Monsieur Messatfa. Attends, c'est là, hop. Non, j'ai pas cliqué sur le bon nom. Voilà, allez-y, pardon. Merci Madame le maire. Je ne souhaite pas couper plus longtemps que ça Madame Pascale Fondeur. Je voudrais juste réagir à un propos de Madame Bourdet-Matisse. Nous n'avons pas d'obligés à la loi d'avenir. On a juste des parents d'élèves avec qui on travaille, et je trouve que vos propos est un peu irrespectueux quand même. Obligé, c'est irrespectueux.
Ah, Oui. d'accord. J'ai compris, je retire. Ah, je pensais qu'on avait des obligés, c'est pour ça. Mais non, mais non, mais non. Allez, ça se finira autour d'un déjeuner. Madame Fondeur, vous avez de nouveau demandé la parole. Oui, effectivement. Donc, vous avez raison. Donc, la qualité des repas des enfants est essentielle parce qu'il y a effectivement beaucoup de gaspillage alimentaire. Hein. Donc, j'avais calculé que ça faisait plus de 150 grammes par repas et par enfant qui étaient, je dirais, pas mangés. Et ça, effectivement, c'est les enfants qui aiment pas. Donc ça, je vous rejoins. Anecdotiquement, comme je me rends avec mes équipes plusieurs fois par semaine dans différentes cantines pour contrôler la qualité des repas, les parents d'élèves aussi en commission des menus ont demandé une simplification à laquelle je souscris, mais amplement. Simplification des menus simples, des menus basiques que les enfants aiment et mangent. Force est de constater que, bon, mis à part certains échecs, où j'ai d'ailleurs assisté, il est quand même notable que maintenant les enfants mangent. Ça veut dire que s'ils mangent, ben, les poubelles sont moins pleines. Et c'est vrai que c'est une certaine satisfaction d'apercevoir que des poubelles deviennent de plus en plus vides, et c'est une satisfaction. Il faut vraiment continuer à travailler dessus. La dernière commission municipale s'est passée en distanciel. Tous les parents nous ont remis aussi leurs copies, et ça va être dans le même sens, c'est-à-dire une simplification des menus, des aliments que les enfants mangent. Nous allons à la simplification la plus pure. On essaye vraiment des menus que les enfants mangent, aiment, dans le respect des qualités nutritionnelles possibles. En tout cas, c'est important pour moi qu'il n'ait pas faim en sortant de table. Donc avant même le gaspillage, force est de constater que on y arrive, et on y arrive en satisfaisant les enfants. Continuons comme ça, on a beaucoup de travail, mais Madame le maire a raison. Pardonnez-moi, mais quand j'ai pris le chantier, il était énorme. Donc il faut vraiment se redresser, se remonter les manches. J'ai beaucoup de chance d'avoir des conseillères municipales et des parents d'élèves qui sont auprès de moi pour m'aider dans ce travail-là. Aussi du personnel d'éducation, des directeurs d'école, des directeurs de centres de loisirs, des animateurs. Nous sommes tous dans ce projet qui nous importe énormément, parce que quoi de plus important que nos enfants? Donc on est tous très sensibilisés dans ce domaine-là. C'est pour ça que c'est un énorme travail, c'est titanesque, mais on ne sera pas assez nombreux pour résoudre ce problème, et on va y arriver. J'ai bon espoir. Avec du travail, de la volonté, on va y arriver. Et pas très bien, mais donc effectivement, que les enfants mangent bien, qu'il y ait moins de gaspillage alimentaire, donc moins de déchets, et que également qu'ils mangent sainement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contact avec les réchauffages de plats. Et accessoirement, moi je pense que c'est quand même bien de regarder les choses globalement et que les déchets soient également réduits dans le process. Mais voilà, donc continuer dans cette voie de façon à ce qu'on voit qu'on ait une approche globale. Je pense que les approches globales c'est vraiment important sur tous ces sujets développement durable. C'est pas juste un point qui est plus prioritaire que l'autre, et je pense qu'il faut avancer. Alors les cadences sont pas forcément les mêmes, mais avancer sur les sujets en parallèle et pas les uns après les autres. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter un petit point. Donc effectivement, donc on a parlé des pistes cyclables. Donc rappeler aussi les sujets qu'on avait mis à l'heure. Donc il y a quelques éléments qui ont été rajoutés par Madame Coville qui ne figuraient pas dans le rapport développement durable et qui consistaient à avoir une approche plus globale. Donc toujours avoir une approche globale, ce que nous avons toujours mis en avant, c'est-à-dire qu'effectivement ce n'est pas une opposition entre la voiture et les autres modes de déplacement, mais vraiment d'avoir une approche concertée. Et alors attendez, j'ai perdu mon fil. Voilà, donc dans notre programme, nous proposions une approche, donc cette approche globale qui alliait donc stationnement automobile en sous-sol avec une tarification adaptée. Donc nous tenons toujours, à votre disposition pour discuter de ces sujets-là, pour avancer dessus de manière à ce qu'il n'y ait plus de stationnement en surface et qu'il y ait du stationnement automobile également en sous-sol, un meilleur partage de l'espace urbain, une piétonisation modulable. Alors le CCJ semble être d'accord sur ce point avec nos propositions. Une limitation de la vitesse, effectivement, qu'il va falloir également, qui sera bénéfique pour tous, que ce soit en termes de sécurité et en termes de bruit. Et comme je vous le disais, nous restons à votre disposition pour travailler ensemble sur ces sujets. Alors, parmi les autres propositions que nous voulions proposer... Alors, juste, je voudrais réagir sur ce point-là, Madame. Oui, bien sûr. C'est important, parce qu'effectivement, c'était un sujet que vous aviez déjà évoqué, et on l'a évoqué dans des réunions
à Levapark, justement sur cette possibilité de rediriger en sous-sol les véhicules qui stationnent en surface. Et on a eu un constat assez étonnant, c'est-à-dire quand on a mis la piste cyclable rue Édouard Vaillant, où on avait sur le côté droit de la circulation, c'est-à-dire que sur la voie de circulation, beaucoup de stationnements sauvages qui étaient sur cette rue Édouard Vaillant, on s'est dit, bah tiens, si on annule, enfin, c'est-à-dire que si on supprime de fait ces places de stationnement qui n'en étaient pas, parce que c'était du stationnement sauvage, mais si on empêche les automobilistes de se garer là, on va avoir mathématiquement ou mécaniquement un report dans nos parkings souterrains. Or, c'est pas du tout ce qu'on a observé. Pourquoi? Parce que dans ces quartiers-là, là où il y a les fameux parkings Citroën, Mail, etc., on a en fait des quartiers et des immeubles qui sont dotés de parkings souterrains. Donc là où par facilité les Valoisiens laissaient leurs véhicules en surface, on se rend compte qu'en fait maintenant, quand on supprime, quand on les empêche de stationner ici, avec une piste cyclable ou autre, et on n'a pas non pas des reports dans les parkings Levapark, mais dans leur parking privé souterrain. Bon, et ça, c'est quelque chose qui est une très bonne chose. Alors, c'est très bien, c'est-à-dire que, mais sauf que, encore une fois, c'est proposer des tarifications dites sociales sur ces parkings-là ne sera à mon avis pas efficace. Parce que sur ces quartiers-là, dans les quartiers neufs, il y a des parkings souterrains, et que sur les quartiers plus périphériques, enfin plus centraux, en fait, là où il y a moins de parkings, c'est le cœur de ville ou les quartiers plus anciens, sur lesquels, c'est-à-dire proposer aux Levalloisiens qui habitent dans le centre ou quartier So-Ouest des places de parking à des tarifs plus avantageux ou dits sociaux sur le front de Seine, ça n'a aucun sens parce que du coup vous garez votre véhicule à 15 minutes de chez vous, ce qui n'est pas très pertinent en termes de facilité. Tu compléteras, mais il y a peut-être aussi une politique à imaginer au centre-ville où il y a quand même beaucoup de. Mais là ils sont pleins, les parkings du centre-ville ils sont complètement saturés, Madame Fondard. Même celui qui est sous le marché. Ah, il fonctionne pas. Sous le marché, il y a rien là. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Sur le sujet des parkings souterrains, ce qu'on avait abordé le précédent conseil, ce n'était pas on partait de ce même constat, qui était de dire, dans les parkings de centre-ville, ils sont pleins. Il faut faire davantage. Nous, on avait cette proposition de faire 3 parkings de 350 places dans les zones, justement, où les immeubles étaient avant 83. Parce que ces parkings-là ne bénéficient pas de parkings privés. Quand on parlait de mettre davantage de voitures en sous-sol, on parlait des voitures tampons. Parce qu'on se rejoint. On ne va pas demander aux Levalloisiens de faire plus de 450 mètres pour aller de leur voiture à leur domicile quand ils utilisent la voiture tous les jours. En revanche, on a dans ces zones, vers Marcel Cerdan, Père Place Pompidou, des parkings qui sont vides pour aller les voir. Et ces parkings-là... Ils sont pas vides, pardonnez-moi, ils sont pas vides. Ils sont moins pleins. Ils sont pas saturés, ils sont pas pleins. Ils sont à moins de 50% d'occupation. Ce que je veux dire, c'est que... Le parking Pompidou, pardonnez-moi, je vous coupe, il est très utilisé en semaine, alors hors période confinement Covid, par les entreprises. C'est-à-dire que venez sur le parking Pompidou en semaine, il est plein sur le premier niveau, deuxième niveau, de personnes qui viennent travailler dans le quartier et qui se garent dans le parking Pompidou. Le rapport de la Cour des comptes dit qu'on a ces parkings-là qui sont remplis à moins de 50%. Je ne veux pas polémiquer sur le chiffre, je dis juste que si on avait une politique un peu plus incitative pour ces voitures tampons, avec une tarification différente pour pouvoir sortir, il y en a des personnes qui utilisent leur voiture 4 fois dans le mois, et ces personnes-là, au lieu d'avoir une tarification à 125, on pourrait réfléchir à une tarification non pas sociale, mais à 80 € en fonction de l'usage. Et on parle donc de parking, de places qui ne sont pas utilisées. Donc ça sera toujours un gain. Vous partez du principe qu'une voiture tampon est forcément utilisée par quelqu'un. C'est-à-dire le côté tarification. Pourquoi le côté tarification sociale pour une voiture tampon? C'est pas une tarification sociale. C'est en fonction des différents usages. Une personne qui utilise sa voiture 4 fois dans le mois est capable de faire 500 mètres, donc d'aller à l'autre bout de la ville pour aller récupérer sa voiture, contrairement à quelqu'un qui l'utilise tous les jours. Je crois que là, on se projette un peu sur des usages qu'on connaît pas et qu'on fantasme un petit peu. Ils sont pas fantasmés. Des gens des Levalloisiens qui utilisent leur voiture 4 fois par mois et qui la laissent stationner en surface. Ils sont bien plus nombreux que vous le pensez. On en connaît. Vous en connaissez, je crois. En tout cas, c'est pas des demandes, je parle sous le contrôle du président de Levapark et de Michel, c'est pas une demande qu'on a eue de la part des Levalloisiens de pouvoir faire une tarification dédiée pour les personnes qui utilisent peu leur voiture et qui voudraient venir la stationner en sous-sol plutôt qu'en surface. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus essayer d'anticiper des usages qui n'existent pas ou d'imaginer des usages qui n'existent pas. Expérimentons, et pour les finances de la ville, ça sera toujours mieux. De rien gagner et plutôt d'avoir 80 €, ça sera toujours utile. Mais alors comment on explique au voisin que lui va payer 125 ? C'est à l'usage, quand vous sortez 4 fois de votre voiture dans le mois,
plus de 4 fois, vous Si tu passez prends en 4 fois 125. ta voiture dans le mois, c'est 80 €, mais si tu la prends tous les jours, c'est 125. Ça me paraît pas illogique. Ça me paraît un peu compliqué. Alors, à définir un peu mieux, monsieur Messatfa, vous revenez C'est avec un truc complètement un clair, peu mais je me plus tiens à votre bordé. disposition. Allez, on avance. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Alors, madame Fondeur, pardon, vous n'aviez pas fini. Oui, j'ai pas tout à fait Allez-y. fini. Je me dépêche. Voilà. Donc, parmi les autres propositions que nous aimerions faire en matière de déchets, c'est nous constatons actuellement que nos poubelles débordent. Donc, dans le locaux poubelles, je pense qu'on a tous des photos de poubelles qui débordent. Alors ça, pardon, non. Ça, s'il y a des problèmes de dotation de bac, vous faites simplement un mail. La CoPro fait simplement un mail. Oui, je sais. Il y a cette solution, Ouais. effectivement. Nous la connaissons. Le souci, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des nouveaux bacs de tri. Donc, bac gris et jaune avec un élargissement des consignes. Déjà précédemment, quand les consignes étaient déjà inférieures, les bacs étaient débordés énormément, surtout qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de cartons qui arrivent, beaucoup de gens qui se font livrer des choses. Et donc, ces bacs sont pleins très très vite. Donc, notre proposition, c'est que ces emballages, ces bacs soient relevés 2 fois par semaine au lieu d'une, et que vu qu'il y a un transfert, qu'il y a maintenant moins de déchets qui doivent aller dans les bacs marrons, que les bacs marrons soient relevés peut-être un peu moins souvent. C'est déjà le cas dans certains immeubles dont les bacs sont relevés que 3 fois par semaine, et c'est gérable. Donc je pense que d'avoir un passage de recyclable un peu plus fréquent peut être intéressant pour notre commune. Alors, c'est très bien. Mais en fait, la solution, madame Fondeur, elle est encore une fois dans votre question. Quand vous dites on a plus de tri et moins de déchets dans les bacs noirs, c'est-à-dire qu'encore une fois, nous, notre service collecte, il est capable demain, si vous avez un problème de bac de tri qui déborde, de venir remplacer un bac d'ordures ménagères par un bac de tri. Mais et ça, en général, je vous promets que ça règle le problème dans 90% des coupons qui nous sollicitent. On n'a pas la place. Vraiment. On n'a pas Si, c'est-à-dire que si vous avez deux bacs ordures ménagères et un bac de tri, on vous met 2 bacs de tri et un bac d'ordures ménagères qui, vous l'avez dit vous-même, diminuent ces ordures non triées. Donc vraiment, l'expérience montre qu'en général, ça permet de résoudre beaucoup de... Et qu'est-ce qui empêche d'augmenter la fréquence du passage Le coût, l'embouteillage dans les rues de Levallois, mais si on substitue un passage marron par un passage jaune, je comprends pas. Moi, je comprends pas la difficulté. Alors, Madame Deschiens. Excusez-moi, Mais c'est pas parce qu'on veut pas. Hein, non, mais je voudrais comprendre. Sophie. Appuie sur le micro, voilà. Oui, alors je peux répondre. Alors, premièrement, la réponse qui vous est fournie par Madame le maire, c'est déjà ce qu'il faut faire à partir de demain matin, si vous constatez que cela déborde dans votre local dédié. Et je confirme que l'on règle ainsi un nombre très important de cas. D'ailleurs, c'est logique puisqu'il y a un transfert. Maintenant, j'ai une question moi à vous poser, Madame Fondeur. Quel est le coût annuel du contrat pour collecter la ville? Je sais pas. Ah ben voilà, ça c'est embêtant. Alors, je pense que les Levalloisiens seront très intéressés. Je vois Monsieur Bois sourire. Écoutez, c'est 4,8 millions d'euros par an. Pas beaucoup en ce moment, on est en période d'arbitrage budgétaire. Voilà, c'est pour ça. Ne sourit pas beaucoup. Donc c'est la bagatelle, madame, de 4,8 millions d'euros par an. Voilà. Donc, bien sûr, ce que vous suggérez, figurez-vous que nous y avons pensé. Voilà. Donc, et que nous avons renouvelé un contrat qui a pris effet, enfin nous avons changé de prestataire à prise d'effet en février dernier. C'est un contrat d'une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement 2 ans de suite parce qu'on leur a imposé un certain nombre de contraintes, dont d'ailleurs du nouveau matériel. Et il est spécifié dans ce contrat qu'ils ont, sur la première année et demie d'exploitation, donc c'était avant la Covid, un temps important d'études pour justement voir quels sont les quartiers où il serait possible de diminuer la fréquence d'OM pour la remplacer par une augmentation de la fréquence collective. Donc il y a un certain nombre de scénarios qui ont été imaginés. Il y a aujourd'hui ces scénarios
qui sont à l'étude. Et le moment venu, nous reviendrons vers les élus pour les informer de ce qui pourrait être mis en œuvre. Mais vous vous douterez bien de que ce qui peut être réalisé, par exemple, sur le quartier du Front de Seine, ne peut en aucun cas être réalisé dans l'hypercentre. Je pense à la rue Henri Barbus, où les locaux sont quasi inexistants et que vous ne pouvez pas réduire la fréquence OM. C'était un exemple. Écoutez, Madame Deschiens, je serais ravie d'échanger avec vous. On va pas mobiliser trop de temps sur le conseil municipal, mais je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets si vous êtes d'accord. Et un autre déjeuner. Allez, formidable, on va avancer. Pas besoin de déjeuner, on peut faire une réunion de travail aussi. Et je vais finir donc sur une question sur les points de collecte pour les biodéchets qui seront donc qui vont apparaître quand et qui seront placés à quel endroit. Donc Madame Coville mentionnait donc la société Upcycle avec des composteurs de quartier. Et ça m'intéresserait de savoir où ils seront placés et quand. Merci Madame le maire. Alors, on va faire une opération pilote, hein, c'est ce que j'ai dit, avec un premier composteur de biodéchets. Le lieu sera à définir, évidemment. L'opération pilote va démarrer assez vite. Et l'avantage, c'est que les fameux points relais sont des points mobiles. C'est-à-dire que Upcycle ira récupérer les biodéchets des commerçants, les biodéchets de tous ceux qui seraient susceptibles, les commerçants, les restaurants, naturellement, et les particuliers qui pourraient aussi se rendre sur ces relais, sur ces lieux relais, et c'est la société Upcycle qui ira déposer les biodéchets dans la machine. Alors vous me demandez quand, moi si ça ne tenait qu'à nous, ça serait très vite. Il faut juste nous donner le temps d'installer la machine. Je vous l'ai montré, c'est quand même quelque chose qu'il faut installer. Mais je pense que ça sera fait dans le premier, dès qu'on aura levé les problèmes techniques, assez vite, début 2021. Écoutez, et naturellement, avec le CCJ, nous ferons la tournée des points relais. Je suis sûre que vous viendrez avec nous. Bien sûr, tout à fait. Voilà, on a déjà abordé effectivement tout ce qui était végétalisation, donc Madame Amené l'a largement couvert. Le seul point que nous voudrions rajouter, c'est qu'il y a peut-être une étude à faire sur les cours d'école qui aujourd'hui sont donc très asphaltés. Il y a peut-être possibilité de les transformer en oasis de fraîcheur, de voir comment ça peut être des solutions qui peuvent générer du bien-être aussi bien pour nos enfants et que pour la commune en général, pour diminuer ces problèmes d'îlots de chaleur qu'on va avoir de façon beaucoup plus régulière dans les années à venir et qui sont déjà très présents. Voilà, donc ce sont quelques sujets. J'en ai beaucoup d'autres. Merci beaucoup et nous restons donc, nous sommes à votre disposition pour travailler ensemble, donc pour que le Valais gagne en résilience et devienne aussi une référence en matière d'environnement. Merci pour votre attention. Merci Madame Fondeur. Alors juste une petite précision, effectivement, on revient sur la végétalisation de la toiture Maurice Ravel. Le coût de la végétalisation de la toiture Maurice Ravel, 350 000 €. C'est-à-dire une végétalisation de toiture, 350 000 €. Parce que quand on parle végétalisation, c'est pas mettre 3 pots de fleurs et dire que c'est très bien. C'est-à-dire qu'on parle quand même de réflexion complète de l'étanchéité de la dalle en dessous. Enfin, c'est des travaux assez conséquents. Donc des coûts importants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a peut-être aussi des solutions qui soient plus low cost à imaginer, de type cool roofing avec des couleurs blanches. Enfin, il y a des choses. Enfin, je pense qu'il faut pas. Enfin, il y a de la végétalisation à faire. Après, il y a peut-être des choses aussi qui sont de l'ordre, qui sont peut-être moins chères. Et c'est aussi des choses qu'il faut peut-être explorer. Bien sûr, mais c'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on va pas faire des économies sur l'année 1 pour après avoir tout à casser et tout à refaire l'année 3 ou 4. Parce que justement, on n'aura pas fait dès le début ce travail-là. Non, mais d'où l'importance de faire des pilotes, je dirais effectivement sur des toits végétalisés, d'avoir des solutions peut-être un peu moins chères qui peuvent être du cool roofing, et le fait que la ville le mette en place sur des toitures, je dirais municipales. Après, on peut, avec cette expérience, le proposer aussi au secteur privé qui peut faire appel à des prestataires de qualité. Quelle que soit la personne quel que soit on ne parle pas d'espèces de plantes ou de mode de gestion après une fois que la toiture végétalisée est installée. On parle vraiment des travaux techniques à faire avant même qu'on puisse installer ces toitures-là.
Ok. Merci. Allez,